Ok, soyez les bienvenus et je commence doucement. Donc, comme je le dis, on ne va pas être très nombreux aujourd'hui. Cette vidéo sera retransmise sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas que votre voix y soit présente, n'hésitez pas à mettre votre question par écrit, voire à nous les envoyer ensuite par mail. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, eh bien, petit aparté, comme vous le savez, on fait chaque mois, excusez-moi, une publication qui un peu retranscrit notre travail courant, qui est de suivre la recherche, de la filtrer et d'observer ce qui nous rend moins bêtes sur le domaine de l'intelligence artificielle. C'est salutaire et indispensable parce que l'IA, c'est un domaine encore de recherche académique très actif. Et aujourd'hui, toute la connaissance vient de la recherche. Donc, si ça vous intéresse, pour octobre, vous trouverez du coup un retour sur différents travaux. Premier travail très intéressant, Amazon qui nous propose de nouvelles métriques pour juger du RAG. Alors, le RAG, on en a beaucoup parlé dans ces conférences, et si vous êtes déjà venu, vous savez qu'on n'aime pas beaucoup ça, tout du moins sous la forme telle qu'elle est appliquée, parce que ça fait souvent des machines qui sont incontrôlables et qui multiplient les hallucinations. Ça ne dit pas que c'est impossible de faire du RAG, c'est pas le propos, c'est juste qu'il faut réfléchir aux choses différemment. Et donc là, Amazon nous propose enfin déjà de nouvelles métriques pour qualifier, estimer la qualité d'un RAG. Et rien que ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on est en déficit de métriques pour évaluer ces systèmes, notamment à quel point il va sortir de la connaissance de son propre apprentissage, à quel point il peut halluciner, etc., etc. Deuxième travail dont on parle du coup ce mois-ci, c'est optimisation black box. Google qui nous propose un outil qui là est vraiment très intéressant. Donc quand on parle de black box optimization, on parle vraiment d'optimiser une boîte noire. Donc on a un problème, on a des entrées et des sorties, on a une métrique de qualité sur les sorties et on cherche les meilleures entrées possibles. Cet aveuglement, le fait d'être sur une boîte noire, évidemment, ne facilite pas les choses. On avait jusqu'ici notamment un outil qui était assez intéressant, qui était Optuna. Et là, Google nous propose en open source une version Python d'un outil interne Google Visir qui, lui, est excellent, extrêmement intéressant. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a des tonnes d'applications à ça. On peut l'appliquer autant pour suivre une démarche de communication, faire du A/B testing, qu'optimiser un système complexe. Il n'y a pas de problème. Et la publication est extrêmement intéressante, notamment sur les algorithmes de recherche des meilleures solutions quand on est justement face à un problème qui est très global. Et cet outil, Google s'en est énormément servi au cours des dernières années. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Dernière publication, du coup, dont on parle ce mois-ci, écoutez, elle est très liée au sujet de ce webinaire. C'est une application des nerfs, du coup, mais exploitable. Donc là, je ne vais pas beaucoup en parler, j'en parlerai en fin de conférence parce que ça fera une excellente conclusion. Et donc, sur ce, je vous propose de commencer. Bon, vous savez qui on est potentiellement. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter. Notamment, nous faisons deux types de travaux, le suivi de la recherche, ce qui nous permet notamment de faire ces conférences chaque mois, et l'industrialisation de l'IA, industrialisation qui aujourd'hui est un sujet encore très complexe et très pénible. Ce n'est pas pour rien qu'en IA, on a majoritairement des POC un peu partout, mais très peu d'outils industriels contrôlés. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de la forme en 3 dimensions. Effectivement, quand on parle d'IA, souvent les gens pensent ChatGPT, c'est un classique, c'est légèrement déprimant. Mais en fait, le domaine de l'IA, et on va utiliser le bon terme, le domaine du deep learning, est une vague de fond qui touche beaucoup de domaines très différents. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à la modélisation en 3 dimensions. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, cette modélisation en 3 dimensions est en train d'être révolutionnée par le deep learning. Donc, repartons un peu des bases. La donnée en 3 dimensions, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Et jusqu'ici, on avait 3 grandes modélisations. Le nuage de points, typiquement, on a un système LIDAR, on a un système stéréoscopique, et on a des points qui ont chacun des coordonnées en 3 dimensions. Ça, c'est une forme en général qui n'est pas très pratique à utiliser. On a plein de points, on ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est en général sous cette forme qu'on va faire de l'acquisition par rapport à un objet qu'on veut modéliser en 3D, une scène, etc. Deuxième forme utilisée pour modéliser en 3 dimensions, les voxels. C'est l'extension des pixels qu'on a dans une image. Une image est composée de pixels. Eh bien, une forme en 3D, on peut l'avoir comme composée de voxels. On va définir une grille en 3 dimensions avec des toutes petites cases. Et pour chaque case, on pourra mettre une information, notamment de présence ou d'absence. Les voxels, aujourd'hui, ont été très popularisés, notamment par des jeux comme Minecraft.
Et il y a eu des travaux de deep learning pour essayer de travailler sur des voxels, notamment le Minkowski Engine de NVIDIA. Troisième forme, qui est la forme qui est la plus utilisée en animation en jeu vidéo, ben, c'est des mèches. Donc, on a des primitives. Ici, ce sont des triangles, c'est souvent des triangles. Et on va adjoindre, coller ces triangles entre eux pour pouvoir générer la forme qui nous intéresse. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2019, on observe de nouveaux moyens de modéliser une donnée en 3 dimensions avec des réseaux de neurones. Alors, ce slide présente ce qu'on appelle les SDF, Signed Distance Functions. Le concept de SDF est antérieur à l'IA et c'est un moyen de représenter une forme en 3D. Je ne vais pas trop rentrer dans les mathématiques. Si les mathématiques vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je serais ravi d'avoir des échanges avec vous. Mais donc voilà, on avait cette modélisation et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi, en entraînant un réseau de neurones, à modéliser une forme par SDF. Je vais rester assez macro sur ce sujet-là parce que ce n'est pas le plus intéressant. Mais ça, c'était vraiment le premier coup de canon où, voilà, on veut modéliser une forme en 3D. Et en fait, comment on va modéliser cette forme? Via justement une Signed Distance Function qui va être apprise de même qu'on apprend, qu'on entraîne un réseau de neurones sur un problème classique, supervisé, non supervisé, etc., etc. Donc, les Signed Distance Functions, j'en parle parce qu'elles existent encore aujourd'hui et elles peuvent encore être utilisées, mais ce n'est absolument pas le sujet qui va nous passionner aujourd'hui. Non, la vraie révolution qui explose depuis 2020, ce sont les NERF. Donc, NERF, c'est une abréviation pour Neural Radiance Field. Et là encore, on va vouloir modéliser une forme en 3 dimensions via un réseau de neurones. Donc, c'est un réseau de neurones qui va quelque part contenir l'information de l'objet, de la scène en 3 dimensions qu'on veut modéliser. Et ici, le schéma qu'on voit là est assez intéressant. Comment est-ce qu'on crée un NERF initialement, et même encore aujourd'hui? Eh bien, on va prendre une tonne de photographies. On va prendre une tonne de photographies autour de l'objet qui nous intéresse, ou alors sur la scène qui nous intéresse. Et ensuite, on va entraîner le réseau de neurones à utiliser ces photographies pour générer la forme en 3 dimensions. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est sur une utilisation qui, avant, était extrêmement complexe à mettre en œuvre. Accumuler des images pour générer une forme en 3 dimensions, ça existait avant, mais c'était très difficile, très délicat à mettre en œuvre. Là, pour peu qu'on ait l'ensemble des photographies et, petit pain point, qu'on ait aussi la position et l'angle de chaque caméra quand elle a pris la photographie. Alors, je parle de petit pain point, mais sachez qu'aujourd'hui, on arrive à faire ça via des algorithmes comme Colmap qui vont retrouver cette information. Et donc, on a les photos. Pour chaque photo, on a une estimation ou la connaissance de là où se trouvait la caméra. Eh bien, on va pouvoir modéliser l'objet, ici la batterie en 3 dimensions. Et une fois qu'on l'a modélisé, eh bien, on va pouvoir faire de nouveaux rendus, de nouvelles vues. Qu'est-ce qu'on voit quand la caméra est là avec tel angle? Et là, on va pouvoir générer de nouvelles vues. Et un tout petit peu technique, mais c'est quand même intéressant, le réseau de neurones qui va modéliser le nerf, qui va modéliser la forme en 3 dimensions, c'est un système entrée-sortie comme tout réseau de neurones. C'est ce qu'on voit sur le schéma là. Et ce réseau de neurones, on va lui donner en entrée X, Y, Z une position dans l'espace, θ et φ des angles. Donc, on lui demande qu'est-ce qui se passe à tel endroit quand on regarde dans telle direction. Et ce qu'il va nous donner en sortie, c'est une couleur, RGB, et une densité. Et là, c'est assez intéressant parce que, OK, on a un objet qu'on peut utiliser pour poser la question, à tel endroit, dans tel angle, qu'est-ce que je vois? Et comme on peut poser la question pour tout endroit et tout angle, effectivement, on peut reconstruire de nouvelles vues de l'objet 3D. Mais on peut observer que c'est quand même relativement lourd, on va en reparler. Et deux, une alerte qui va rester et qui va revenir. Entraîner un réseau de neurones, on sait faire, mais le problème, c'est que les réseaux de neurones sont eux-mêmes des black box. Alors, ce n'est pas complètement vrai. En interprétabilité du deep learning, on commence à avoir des outils pour essayer de sortir un peu de ça, mais c'est un début. Donc, quelque part, on se retrouve dans un de ces paradigmes où on génère par optimisation quelque chose de bluffant, le nerf, le réseau de neurones, mais on va avoir des problèmes pour l'utiliser. Et ça, on va beaucoup en parler. Mais quoi qu'il en soit. Pardon, Eric, je t'interromps juste une seconde. Tu as une question de Mathieu qui demande si c'est donc une forme déduite à certains endroits. C'est une excellente question. Eh bien, ça dépend complètement de la couverture qu'on va avoir sur les images. Et effectivement, dans le cas canonique où j'ai des images avec, qui recouvrent l'objet avec suffisamment d'angles, du coup, je vais avoir la forme la plus crédible qui soit. On aura des problèmes, notamment des problèmes d'artefacts qui flottent dans les airs. On peut avoir des problèmes dus à l'optique de la caméra, mais ces problèmes seront assez réduits. Évidemment, dès lors que je manque d'images dans certains angles et certaines directions,
Là, le nerf va juste générer quelque chose d'optimisé, mais effectivement, la forme sera déduite et donc potentiellement fausse. N'hésitez pas à rebondir sur le chat si jamais ma réponse est un peu partielle. Mais c'est un défaut des nerfs, effectivement. Après, aujourd'hui, petit spoiler, l'utilisation, c'est une caméra. On tourne autour du nerf, la caméra est de qualité suffisante pour que les images soient exploitables et les résultats sont assez bluffants. Mais donc là, nous sommes en 2020 et donc on a un résultat très intéressant, mais très compliqué à mettre en œuvre. Notamment, entraîner un nerf, c'était extrêmement chronophage. Et pareil, générer une nouvelle vue de la forme en 3D, c'était extrêmement chronophage. Eh bien, il y a eu un moment NVIDIA, comme souvent dans ces travaux-là, NVIDIA qui aujourd'hui est un acteur incontournable du deep learning, notamment quand on travaille en 3 dimensions. Sans surprise, c'est un peu leur domaine. Et sans surprise, parce que NVIDIA n'a aucun problème pour avoir des GPU pour faire des tests. Voilà, donc on peut être jaloux, on l'est toujours un petit peu. En attendant, on peut les remercier parce que Instant NGP, on est 2 ans plus tard en 2022, et là, il s'est passé quelque chose. Mais avant ce travail, entraîner un nerf, c'était long, lourd, et honnêtement, c'était rédhibitoire. Et bien là, les auteurs de Instant NGP, Muller et al., proposent une approche qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Typiquement, vous voyez ces schémas. En haut, on apprend donc un SDF, Signed Distance Field, la première modélisation dont je vous parlais. En bas, un nerf. Eh bien, en 1 seconde, voire en 15 secondes, on a déjà des rendus qui sont esthétiquement satisfaisants. J'insiste sur la satisfaction esthétique. Je ne parle pas de métrologie. Et si jamais vous avez un peu l'habitude de ces questions, la notion de métrologie va être une notion douloureuse. Mais bon, donc là, on a une approche qui est extrêmement intéressante, d'autant plus qu'à l'époque, cette approche va largement au-delà des nerfs et des SDF. En fait, cette approche, qu'est-ce que c'est? C'est l'enjeu de dire, OK, on va apprendre à représenter une scène graphique complexe avec un réseau de neurones, mais on veut que ça aille beaucoup plus vite. Donc typiquement, et c'est le schéma que vous avez en bas, cette même approche est utilisée pour apprendre à modéliser via un petit réseau de neurones une image avec une résolution très très haute. Là, on est sur du gigapixel, et ça marche aussi d'une manière intéressante. Vous observez la progression des images de gauche à droite, c'est la progression en 1 seconde, 15 secondes. Je crois qu'après, on a 30 et 60 secondes à vérifier dans la publication. Donc, on est sur quelque chose d'assez générique. Et, petit aparté technique, mais quand même intéressant parce qu'il se traduit par une utilisation spécifique de l'outil, et bien là, un gros travail a été fait sur comment modéliser notamment ici l'espace en 3D. Et l'idée, c'est que là, on va avoir une grille, on va avoir des grilles déjà, donc on va avoir différents niveaux de résolution avec des grilles plus ou moins précises. Mais quand on va vouloir extrapoler une position exacte, eh bien, on va faire de l'interpolation linéaire et on va la faire à partir de tables de hash. Donc, on va apprendre du hashing, autrement dit, à générer une information qui permet de chercher, du coup, la donnée dans l'ensemble du système, une information qui est beaucoup plus simple à traiter. Et pourquoi c'est intéressant, outre le petit côté technique, c'est que là, on va avoir un choix, quand on va appliquer cette technique, entre qualité du rendu et efficacité. Si jamais ce que je veux, c'est aller très vite et que la qualité, c'est pas très grave, ben je peux avoir une grille relativement basique, tout du moins pas très précise, et me contenter de ça. Par contre, je peux effectivement rajouter des grilles de plus en plus précises, perdre en rapidité d'apprentissage, mais gagner en qualité. Donc, un autre point très important de ce travail, c'est qu'il offrait aux gens qui l'utilisaient un curseur à positionner entre qualité du rendu et efficacité de l'apprentissage. Donc là, on est en 2022. Bonne nouvelle, on peut facilement entraîner un nerf. Par contre, l'utiliser est toujours un peu difficile. Et d'ailleurs, et s'il y a parmi vous des fans des Monty Python, eh bien, sachez que vous avez mon respect par défaut. D'ailleurs, vous avez mon respect par défaut quoi qu'il arrive. Mais malgré Instant NGP, quand on est en 2022, on a encore 3 problèmes qui sont vraiment rédhibitoires. Le premier particulièrement était un blocage. OK, j'entraîne un nerf très très vite, mais après je veux l'utiliser. Et une utilisation basique, c'est de dire, ben, ma scène en 3D, je veux générer de nouveaux rendus. Qu'est-ce qui se passe si la caméra est là et regarde dans cette direction? Eh bien, la génération du rendu restait extrêmement lente. Or, si demain je veux utiliser un nerf, par exemple en animation, dans l'industrie du jeu vidéo, du cinéma ou autre, eh bien, je veux pouvoir quand même afficher des rendus extrêmement vite, en temps réel. Donc ça, c'était un problème qui, à l'époque encore, bloquait beaucoup de gens. Deuxième problème, qui existe encore un peu aujourd'hui, même si on en parle ce mois-ci de ce sujet parce que c'est en train de se débloquer, le contrôle du nerf reste un sujet un peu douloureux. Je le disais tout à l'heure un peu en spoiler, c'est qu'on retrouve le problème du deep learning. On a les outils d'optimisation stochastique pour générer un réseau de neurones
et générer donc par optimisation un peu aveugle, soyons honnêtes, et empirique, générer un résultat qui nous intéresse. Par contre, une fois qu'on a ce résultat, l'utiliser d'une manière pratique, c'est un problème extrêmement corsé. Pourquoi? Parce que manipuler, revenir sur un réseau de neurones, ça reste des sujets académiquement non adressés. Et donc, le troisième point est directement lié au deuxième. Si déjà j'ai des gros problèmes pour contrôler un nerf, typiquement l'animer, le déformer, eh bien, une application basée sur le nerf, en 2022, c'était encore un peu illusoire. Pourquoi? Parce que, et ça, on a quand même pas mal travaillé, notamment dans le domaine de la robotique, de la computer vision, etc. Faire de l'acquisition 3D, c'est très bien, mais après, je veux l'utiliser, cette acquisition 3D. Je veux repérer des formes, calculer des distances, donc faire de la segmentation, de la classification, voir ce qu'on appelle du SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. C'est-à-dire que j'ai un agent qui se déplace, et au fur et à mesure qu'il se déplace, il génère la forme 3D globale de l'environnement dans lequel il se trouve, il est capable de se localiser. Autrement dit, en 2022, les nerfs, c'était à la limite très intéressant pour le monde artistique, parce qu'on avait un nouvel outil de création, mais en termes d'application, on ne voyait pas trop quoi faire. Eh bien, il y a eu un autre travail qui a, pour le coup, lancé vraiment l'application des nerfs, et c'est un travail français, un tout petit peu de cocorico, qui vient de l'INRIA, le Gaussian 3D Splatting. Alors, les images que vous avez là montrent bien ce qui se passe. Instant MGP, une fois que j'ai entraîné mon nerf, 7 minutes d'entraînement, si je veux, par exemple, déplacer une caméra en temps réel, du coup, dans la scène, pour voir ce qui se passe, me déplacer dans la scène 3D, j'arrive à faire du 9 frames par seconde, ce qui est très, très peu. On peut parler de temps réel avec un minimum d'hypocrisie, mais dès lors qu'on s'intéresse au rendu 3D et à la fluidité de ce rendu, c'est extrêmement pénible. Donc voilà, Plenoxels et MIPNERF, c'était des travaux intermédiaires que je vais sauter pour le coup. Et donc, le Gaussian Splatting, l'entraînement peut se faire en 6 jusqu'à 51 minutes, mais je vous invite à considérer la vraie différence. On peut se déplacer dans l'environnement 3D à 135 frames par seconde. Et là, on est dans du temps réel extrêmement confortable. Ça a vraiment été le travail qui a lancé les nerfs et qui a commencé à lancer pas mal d'applications, notamment depuis que ça s'est sorti. On a des web viewers, donc vraiment des applications sur navigateur web qui permettent de naviguer, d'interagir avec un nerf, ce qui était totalement irréalisable avant ce travail. Et donc, encore une fois, en effleurant la technique, qu'est-ce qui va se passer quand on fait du Gaussian Splatting? Eh bien, en fait, on va modéliser la scène par des gaussiennes. Donc là, des gaussiennes en 3 dimensions, ça va être des sortes d'ellipsoïdes plus ou moins déformés. On va en faire plein, ils vont avoir des couleurs, des opacités différentes, et on va refaire le mécanisme d'apprentissage du nerf, vérifier que chaque fois que je prends l'angle d'une caméra, que j'utilise ma modélisation 3D, je retrouve quelque chose proche de l'image que j'avais en entrée. On va itérer, et à la fin, on aura une scène graphiquement intéressante, mais en plus, parce que c'est des gaussiennes et que les gaussiennes, on sait travailler avec efficacement, il y a aussi un peu d'heuristique spécifique de splatting notamment qui permet d'aller très très vite pour savoir quelles gaussiennes apparaissent dans un flux caméra et donc pouvoir très très vite générer l'image finale. Et bien là, on avait quelque chose de fonctionnel. Donc jusqu'ici, ce que je me permets de vous présenter, c'est des travaux qui sont vraiment fondateurs, sans lesquels on n'aurait pas pu travailler. À partir de maintenant, on va commencer à s'intéresser à des travaux qui datent pour le plus vieux de 2023, certains sont en 2024. Pourquoi? Parce que l'Académie s'est saisie de ça et a commencé à travailler la capacité à manipuler et à interagir avec ces nerfs. Et là, on va pouvoir vraiment commencer à parler application potentielle. Et ça va, je l'espère, devenir intéressant. Alors, ça c'est extrêmement intéressant. L'ERF, donc Berkeley, et je vous le dis tout de suite, l'université de Berkeley est centrale aujourd'hui dans les nerfs. D'ailleurs, je finirai cette conférence par un lien vers un outil qui est open source et qui est merveilleux pour jouer avec ces outils. Qu'est-ce qu'on a? Là, ce qu'on observe à gauche, c'est le nerf qui a été appris. Donc voilà, les gens ont pris des tonnes de photos autour de la table et je peux faire du rendu pour voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça qui est impressionnant. C'est qu'à droite, je vois que je peux mettre en entrée une phrase de texte et qu'il va, du coup, me sélectionner les points dans l'image qui correspondent à cette demande. Typiquement, Toy Elephant, là, je le vois en heatmap.
avec 4 statuts, etc. Alors, une observation et la critique de l'observation, parce qu'il faut toujours garder un peu son esprit critique. L'observation, c'est que déjà, ça, on est très content de le voir. Pourquoi? Ben, un nerf, encore une fois, j'ai envie d'interagir avec son contenu. Et là, je ne peux pas. Donc, initialement, je ne peux pas. Donc là, je suis content. Je peux interagir avec ce contenu. Énorme nouvelle. Le problème ici, il est double. Déjà, si on regarde un peu attentivement ce qui est allumé, ben, on voit que ce n'est pas du tout parfait. On est sur quelque chose d'assez approximatif. Et j'ai envie de dire que comme résultat académique qui présage d'autres résultats, c'est très intéressant. Demain, si moi je me projette en robotique basique, en grasping ou un bras robot, dois sélectionner les bonnes choses, je ne suis pas très très satisfait de ce qui m'arrive. Premier point. Deuxième point, et ça on en a beaucoup parlé dans les conférences, l'utilisation par le langage naturel, ça a toujours un côté impressionnant, mais en fait c'est un peu la solution de facilité en deep learning. Pourquoi? Parce qu'on a des tonnes de modèles qui savent prendre du langage naturel et générer des embeddings à partir de ça, typiquement le modèle CLIP d'OpenAI. Et donc, rajouter du contrôle par langage naturel dans un travail deep learning, c'est pas si dur que ça. Le problème fondamental, excusez, le problème fondamental, c'est quoi? C'est que le langage naturel, ben, c'est toujours un peu foireux en utilisation. C'est-à-dire que ça ne permet pas d'être précis sur les choses et très vite, ben, les limites du langage comme outil de description d'une scène en 3D se posent. Donc ça, c'est très intéressant. L'apprentissage est assez lourd parce que pendant l'apprentissage, vu qu'on a plein de photos qui font le tour de la scène, pour chaque photo, on va utiliser Clip pour identifier des éléments et les projeter dans le modèle NERF. Et le NERF va être entraîné à, en entrée, prendre une description de langage naturel. Donc c'est assez lourd. Néanmoins, ben, c'est une piste intéressante et ça permet de commencer déjà à se projeter dans l'utilisation de ces outils. Deuxième travail, toujours Berkeley. Et bien, regardez ce qui se passe à droite. On a un nerf qui a été fait sur quelqu'un et on modifie le nerf avec du langage naturel. Statue de bronze, on va le transformer en Albert Einstein, etc., etc. Et là, ben, force est de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Alors, on garde le contrôle par le langage naturel. Par contre, la différence avec le travail précédent, c'est que ici, on modifie le nerf. Et là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un petit aparté, mais c'est important d'en parler parce que je ne vais pas dire que c'est mon opinion, c'est plutôt le consensus académique. La méthode pour générer le nerf modifié est quand même assez sidérante. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un peu le schéma qu'on a en bas. On a initialement plein d'images pour décrire la scène. Eh bien, quand on va générer le nerf initial, donc on va avoir la première forme en 3D, et ensuite on va vouloir générer une nouvelle forme. Jusqu'ici, pourquoi pas? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va alterner, et notamment régulièrement, on va prendre les photos initiales et on va faire de l'IA générative, du modèle de diffusion typiquement, pour la modifier. Donc, mettons que j'ai 50 photos qui entourent mon objet, eh bien, je vais peut-être en prendre 10, et sur ces 10-là, je vais appliquer la modification qui, dans le schéma en bas, transforme l'ours en grizzly. Sauf que, évidemment, dans les 10 photos, je vais perdre un petit peu la correspondance en 3D. Chaque photo sera convaincante unitairement, mais j'ai aucune raison que ces photos permettent de générer un nerf cohérent. Donc, une fois qu'on a ces photos, eh bien, on va générer un nerf avec une partie des photos qui sont des photos modifiées par IAGEM. Ce nerf sera un peu foireux, mais ce nerf permettra de générer de nouveaux aperçus et de refaire la diffusion. Et ce qui est assez incroyable, et d'ailleurs je l'accepte, mais je serais incapable de l'expliquer, soyez honnêtes, c'est qu'en faisant itérativement, je modifie des photos, puis je réentraîne un nerf, puis je modifie des photos, puis je réentraîne un nerf, et bien à la fin, les photos sont toutes cohérentes entre elles. Donc le nerf va permettre d'imposer une cohérence de photo à photo, et ça, je ne me l'explique pas, mais encore une fois, on observe la cohérence ici, en fait, dans la forme, une cohérence qui est indéniable. Et ça, honnêtement, ça a été des mâchoires qui sont tombées par terre quand ce travail est sorti. Alors, un autre petit aparté, ce travail, là, je vous le présente, c'est la première version, mais ce travail a été redéveloppé avec du Gaussian splatting. Et une autre précision, quand on regarde la vidéo, on a l'impression que c'est immédiat. Ce n'est pas vrai du tout. Générer un nouveau nerf avec une instruction de texte,
Ben, c'est un processus extrêmement long. On va réentraîner des nerfs plusieurs fois. Je dirais qu'à la louche, c'est minimum 5-10 heures. Alors après, pour de vrai, je n'ai pas d'estimation exacte parce qu'on a fait un peu de reproduction et on n'est pas retombé sur nos pattes. Mais voilà, je pense qu'on est minimum sur 5-10 heures pour générer une nouvelle forme. Et encore une fois, on a la limite de langage naturel. Et d'ailleurs, on le voit dans l'application. Là, c'est une application qui, à la limite, pourrait être intéressante pour faire de la création graphique ou de l'effet waouh. C'est pas ça qui va nous permettre de diriger un robot et faire du grasping. Alors, un autre travail que je dois vous présenter, et honnêtement, il y en a tellement que j'ai été obligé de faire des choix. Regardez ce qui se passe. Là, non seulement on évolue dans un nerf, mais en plus, eh bien, on bouge dans le temps. Autrement dit, là, on a une extension du nerf. Et cette extension peut être, et ça va être ce qu'on va voir à droite, ben, en fait, juste différents moments. On a accumulé des photos où il faisait jour ou alors où il faisait nuit. Et on va entraîner le nerf à nous dire, ben, montre-moi tel angle, mais quand il fait jour ou alors quand il fait nuit. Et évidemment, les deuxième et troisième en partant de la gauche sont les plus intéressantes. On va pouvoir animer le nerf. Autrement dit, là où avant, on entraînait un réseau de neurones à répondre à la question à telle position, avec tel angle de vision, qu'est-ce que je vois? Eh bien là, le réseau de neurones répond à la question, mais avec en entrée toujours la position et l'angle, mais en plus le temps. À ce moment-là, à telle position avec tel angle, qu'est-ce que je vois? Alors là, je vous parle des Kaplans. Pourquoi il fallait une heuristique? Parce que ben, c'est la première publication un peu convaincante qui est sortie en 2023 là-dessus. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de travaux là-dessus. Et typiquement, DeepMind, qu'on ne présente plus, qui sont vraiment l'acteur central dans la recherche des learning, a, il y a un mois, proposé un nouveau travail qui fait de la détection, enfin, qui modélise un nerf, y compris son évolution dans le temps. Évidemment, aparté nécessaire, parce que je ne veux pas trop faire de l'effet waouh. Nous, notre but, c'est quand même de vous transmettre la compréhension la plus honnête qui soit. Évidemment, c'est extrêmement lourd. Et ça, en termes d'application, ça va être compliqué. Néanmoins, une impression que je veux aussi vous transmettre pendant ce webinaire, c'est que les choses sont en train de bouger extrêmement vite. Et qu'en fait, cette méthode du nerf, elle est pas si compliquée que ça à étendre à de nouveaux sujets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement sous-estimer. Et on s'attend à avoir de nombreux autres travaux. De toute façon, je finirai en vous présentant l'outil open source, ça je dois le faire, et en vous présentant un peu toutes les choses dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Mais donc ça, c'est l'extension naturelle du nerf sur le temps. Et là, je vais me permettre de commencer un peu à faire une liste à l'après-vert. J'aime pas beaucoup faire ça, mais en fait, c'est en train d'exploser. Eh bien, en ce moment, on a des tonnes de travaux qui sortent de partout. Et si vous suivez un minimum les conférences qui, justement, portent sur le graphisme, la 3D, eh bien, vous verrez que le nerf apparaît partout. Alors, on a différents champs. Là, j'ai quand même essayé de couvrir un peu l'univers des possibles dans les applications du nerf. Gaussian Body, donc on retrouve le 3D Gaussian statique qui s'est imposé partout. L'enjeu, c'est quoi? C'est de modéliser un humain habillé. Alors, on pourrait faire remarquer que par rapport aux approches précédentes, où là, quand même, on animait les choses, on se déplaçait dans le temps, etc., ça a l'air moins sexy. C'est le terme que je vais utiliser. Oui, mais attention. Attention, parce qu'il y a des travaux effectivement sexy, et puis il y a aussi des travaux qui présagent de réelles applications futures. Et là, effectivement, j'ai envie de dire, on rêve moins sur le plan scientifique. Par contre, là, l'application, elle est évidente. Tous les acteurs qui, typiquement, aujourd'hui, vendent des textiles, des vêtements, et Dieu sait que c'est un marché gigantesque, réfléchissent d'une manière ou d'une autre à l'essayage un peu automatique. Et notamment avec l'évolution de la population qui est que on est de plus en plus enfermés chez nous. Le confinement nous a prouvé qu'on pouvait survivre comme ça. Je caricature légèrement. Eh bien, l'idée de faire un essayage depuis chez soi est plaisante. Donc, ce type de travaux permet directement de se projeter dans de l'essayage automatique où, voilà, et j'imagine que ça va arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça, j'en suis convaincu et je parierais même une bouteille de whisky avec qui veut là-dessus. Je m'intéresse à telle marque de vêtements. OK, je télécharge l'application, je me filme jusqu'à avoir une vision de moi qui est satisfaisante et après, je remplace les vêtements. Ça, c'est l'étape d'après. Et d'ailleurs, il y a d'autres travaux, plus sur du GAN ou GIA génératif, qui essayent de faire ça. Mais les travaux qui font ça sur du GAN ou GIA génératif sont en 2D. Là, on peut commencer à travailler en 3D d'une manière étendue. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Deuxième type d'approche, et ça même,
faisons bouger un peu les bonhommes. Ça, c'est NVIDIA, et je vous en parlais tout à l'heure. Ben, si ça vous intéresse, ce travail, on l'a détaillé dans notre revue de la recherche de ce mois-ci. Et là, l'enjeu, c'est quoi? Ben, c'est de commencer à réfléchir à l'application du nerf, et notamment une application qui arrive très vite pour le pire et pour le meilleur. Le pire, en général, en termes de marché de l'emploi, et le meilleur, alors bon, mettez des guillemets probablement au-dessus, mais ça reste très intéressant. Ben, c'est la capacité, certes, à modéliser via du nerf une forme intéressante, mais ensuite à pouvoir l'animer en temps réel. Et là, ben, on se projette dans le jeu vidéo. Alors bon, je ne vais pas trop insister sur la méthode, si ce n'est que, effectivement, il y a eu un travail spécifique pour assurer le contrôle du nerf. N'hésitez pas à lire la revue de recherche qu'on a fait. Et si vous avez des questions dessus, pareil, n'hésitez pas à nous insulter par notre formulaire de recherche ou par mail si vous avez notre mail. J'adorerais en parler avec des gens. Mais voilà, là, NVIDIA commence à nous proposer des travaux. Et on remarquera d'ailleurs que les sign distance fits sont aussi utilisés en plus du nerf avec du Gaussian splatting. Mais là, l'enjeu, c'est quoi? Eh bien, c'est générer un avatar et surtout pouvoir l'animer facilement. Et ça, c'est l'industrie du jeu vidéo qui s'intéresse à ça. Pourquoi? Parce qu'ensuite, un nerf, et ça, j'en parle pas, il fallait un peu choisir ses combats, mais justement, on peut imaginer décrire des mouvements par langage naturel. On peut imaginer aussi décrire des mouvements qui sont adaptés à l'environnement en 3D dans lequel se déplace la forme. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet dont on a parlé en juillet quand on avait fait un webinaire un peu dédié aux jeux vidéo. Bon, ben, si vous faites le lien entre le travail qu'on vous a montré en juillet dernier sur adapter la démarche d'une forme animée à un relief d'une manière libre, pour justement simplifier le travail des animateurs et garder des mouvements crédibles. Et que vous rapprochez ça de ce type de travail, où là, en plus, ben, le modèle, c'est un réseau de neurones avec ses défauts et ses qualités, mais une contrainte qu'on rajoute dans l'apprentissage ou dans l'utilisation, c'est des choses qu'on commence à bien savoir faire. Eh bien, vous pouvez imaginer que les jeux vidéo de dans 2 ans auront de nouvelles raisons de ramer, parce que ben voilà, on peut être un peu cynique sur l'industrie du jeu vidéo, mais exploiterons ces outils. En bas à gauche, alors là, j'ai juste mis un visuel, et c'est un sujet, d'ailleurs, c'est peut-être presque intéressant qu'on fasse un webinaire dessus à un moment, mais je ne vais pas commencer à disgracer, c'est le SLAM. Donc, le SLAM rappelle de quoi on parle quand on fait du SLAM. Eh bien, simultaneous localization mapping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un agent qui va se déplacer avec une caméra, et on va vouloir, au fur et à mesure qu'il se déplace, agréger tout ce qu'il voit en une forme globale, voilà, et ensuite pouvoir se localiser. Eh bien, on commence à voir arriver des travaux qui sont extrêmement intéressants, qui sont encore jeunes. Hein, donc, je ne vous dis pas que ça marche demain dans le monde de la robotique. Mais Dieu sait que les sujets de SLAM, on les a beaucoup suivis à une époque et je continue à les suivre par curiosité personnelle. Et bien là, il se passe quelque chose d'intéressant où on va pouvoir modéliser ce que voit l'agent au fur et à mesure qu'il se déplace par du nerf, et notamment du nerf en Gaussian splatting. Et là, donc, je vous encourage à aller voir, mais on a un travail qui est très intéressant parce que là, pareil, il pousse l'application plus dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de l'exploration avec un agent autonome, un drone, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va avoir des tonnes d'applications. C'est encore très jeune, mais demain, on peut imaginer des outils qui sont capables d'évoluer, de découvrir un environnement comme le robot aspirateur le fait aujourd'hui avec un niveau très limité, en mappant le sol et en essayant de faire un peu attention à ce qu'on peut observer au niveau du sol, là, sur la forme en 3D. Et si on rajoute de la segmentation et du langage naturel, eh bien, modéliser un environnement global d'une manière un peu cohérente et précise, ça devient crédible. Last but not least, la gestion de fluide. Alors ça, c'est un sujet qui est très dangereux, la gestion de fluide. Et là, attention, pour ceux qui s'intéressent à cette notion-là, on ne parle pas modélisation de fluide physiquement valable en faisant de la résolution d'équations différentielles par élément fini ou certaines méthodes deep learning qui permettent d'accélérer ça fortement, notamment les neurologies. Là, on parle de rendu graphique. Néanmoins, on est en Gaussian splatting, donc ça veut dire que la forme que je vois là, je peux me déplacer autour de cette forme, je peux l'utiliser, je peux l'exploiter par langage naturel et avoir des choses intéressantes. Donc, il y a quand même un véritable accomplissement scientifique qui est intéressant. Et bien ça, pareil, on commence à avoir arrivé des travaux. Il y a 1 an, j'y aurais pas cru. Vous m'auriez dit que ça arrivait, j'y aurais pas cru. Ben là, on les voit arriver avec du code reproductible et des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Alors, avant de faire mon dernier slide, qui est l'outil que je vous conseille, un peu d'extension en termes d'application. C'est un peu le but de ce slide.
Le domaine du deep learning, c'est un peu toujours pareil. C'est un domaine académique et en général, entre le résultat académique et l'application industrielle, on a un petit ravin. Ben, c'est d'ailleurs notre deuxième spécialité à Total Clean. Première spécialité, suivre la recherche. Et suivre la recherche, c'est surtout la trier et la filtrer. Parce qu'aujourd'hui, sur 10 publications de deep learning, il y en a au moins 7 ou 8 qui, honnêtement, n'ont aucun intérêt, soit parce qu'elles ne sont pas reproductibles, soit parce que les métriques, etc., etc. Notre deuxième pilier, c'est industrialiser. Comment faire en sorte de pouvoir exploiter ces outils-là pour adresser des vrais sujets. Et bien là, on commence à s'approcher du moment où ça va devenir relativement facile de le faire, que ce soit dans l'industrie, encore une fois, du vêtement, et même, j'ai envie de dire que l'essayage, on pourrait demain imaginer aussi de l'essayage de produits de beauté cosmétique. Alors, je suis très, très peu compétent dans ce domaine. Je me tartine certes la tronche, mais uniquement suite à des pressions internes et familiales. Et voilà, je le fais comme on invoquerait différentes divinités plus ou moins valables. Mais bon, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux pour ces métiers-là à pouvoir reproduire des choses. Et là, on a une voie qui devient intéressante, surtout quand on conserve les derniers sujets. On a une application aux jeux vidéo ou alors au cinéma, j'avoue que je suis encore un peu sceptique parce que le cinéma, ce genre de production, on a un besoin de rendu de précision qui est énorme. Ceci dit, pour accélérer typiquement, dans certains cas, typiquement la génération de foule, où là maintenant on a quand même des outils qui permettent du coup aux graphistes qui travaillent d'aller très vite pour générer une foule, ben, dans ces cas de figure-là, où on veut une impression d'ensemble valable, eh bien, de l'approche type G-Avatar ou d'autres approches dérivées, c'est intéressant. Et dans le jeu vidéo, où potentiellement demain, on pourrait vouloir dire, ben, OK, tu veux que ton personnage de jeu vidéo, ce soit toi, il n'y a pas de souci, tu te prends en photo, on absorbe des données probablement, mais ça, c'est le cynisme qui parle. Et voilà, ça marche, hein, il est là, il n'y a pas de souci. Il y a un intérêt. Bon, évidemment, en termes de créativité, je ne fais qu'effleurer le sujet, il y a des tonnes de choses à dire. Conduite robotique, le SLAM, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on a en computer vision, détection par drone de différents éléments, par caméra, etc. Eh bien, le fait de générer une forme en 3D, c'est déjà beaucoup plus intéressant que qu'avoir juste une image en 2D. Quant au fluide, là, pour l'instant, on est dans du graphisme. Je suis très sceptique sur l'idée demain de vraiment modéliser des problématiques complexes de mécanique des flux avec du splatting. Mais en attendant, régulièrement, je crois des choses et j'observe que je me trompe dans les mois qui suivent parce que la recherche est compliquée à devenir. Sur ce, et je ne dois pas vous laisser sans ça, c'est sympa de parler de public, mais savoir qu'il y a des outils qui existent, eh bien, c'est intéressant. Si jamais vous voulez jouer avec les nerfs, vous avez un outil qui est merveilleux, qui est Nerf Studio. Nerf Studio, déjà, c'est Berkeley. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de travaux qui viennent de Berkeley. Berkeley s'est mis sur le Nerf, hein, vraiment, ils travaillent énormément dessus. Et c'est là que ça devient intéressant, tous les travaux que je vous ai cités et plein d'autres travaux sont déjà implémentés dans Nerf Studio. Autrement dit, là où d'habitude, quand on travaille sur un projet de recherche récent, et ben chaque approche qu'on veut utiliser ou tester, c'est du travail d'intégration, de test, de voilà. Et c'est du coup, là, honnêtement, dans la majorité des cas, vous avez installé, configuré Nerf Studio, vous travaillez avec, vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien essayer le langage naturel pour modifier ou quoi que ce soit. C'est prêt. Et c'est testé. Et Dieu sait que je suis un peu un vieux con techniquement et que je n'aime pas trop être optimiste en général. Là, je le suis. Enfin, vraiment, c'est assez bluffant. Donc, c'est excellent. Et d'ailleurs, vous pouvez partir du principe que si de nouveaux travaux apparaissent en Nerf, ils seront intégrés. Vous avez aussi la capacité à exporter vers Blender ou l'Unreal Engine. Donc, la capacité à exporter le Nerf sous forme d'un mesh, sous une forme contrôlable, c'est prêt. Et les K-planes que je vous ai montrés sont implémentés. Le LERP est implémenté. Alors, SplatFacto, c'est le Gaussian splatting. Instant NGP est implémenté. Et d'ailleurs, petit point de détail, NVIDIA a tendance à ne pas mettre sous licence réellement source, enfin, sous licence réellement libre, ce qu'ils produisent. Ce qui est extrêmement frustrant parce qu'on voit des travaux excellents, mais les utiliser dans l'industrie pour d'autres clients est du coup impossible. Voilà, c'est réimplémenté, c'est pas désagréable. Il y a d'autres choses, hein, je vous encourage à aller voir, mais là, tout est prêt. Et d'ailleurs, et là vraiment c'est plus un point de détail, sachez que Berkeley a aussi produit SDF Studio, c'est l'équivalent de Nerf Studio, mais pour les Same Distance Field. Alors ça, gardez-le dans un coin de votre mémoire parce que aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de sujets où je préfère faire des SDF que des Nerf, mais après, selon les sujets, ça peut être intéressant. Et donc ça se récupère sur GitHub,
ça se pool. Vous avez une communauté qui est extrêmement active. Autrement dit, ce n'est pas un de ces travaux de recherche où quand vous avez un problème, vous laissez une issue sur Stack Overflow, enfin sur GitHub, pardon, et vous priez que l'auteur vienne voir. Non, là, vous avez vraiment des gens qui travaillent à essayer de répondre régulièrement. Il y a une vraie gestion des commits. Honnêtement, ça, c'est du bonheur. Sur ce, eh ben, je vous avoue que j'ai fini du coup cette présentation. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas à les donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je rappelle, parce qu'à chaque fois c'est le cas, si jamais vous avez une question qui est professionnelle soumise à confidentialité, et donc vous ne pouvez pas en parler ici, évidemment, si on a une NDA avec vous, on peut en parler, on peut signer une NDA, mais on peut répondre à vos questions en one-to-one par mail, il n'y aura aucun problème. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous.